Enregistre du coup, parce que je vois pas d'enregistrement en cours. Lancer Ouais, l'enregistrement. moi je viens de le lancer. Nickel. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Vous avez le bandeau là, l'enregistrement est en cours? Ok, c'est bon. Ok, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter la configuration d'un quadricoptère, donc d'un drone, grâce à l'outil Betaflight. Donc, on va commencer par vous présenter un peu l'historique du logiciel. Ensuite, on va faire une présentation simple en présentant les différents onglets de configuration. On vous montrera qu'est-ce que sont les ports, puis la configuration générale du drone avec les paramétrages de l'ESD, l'émetteur vidéo, les différents modes, le failsafe, et on finira par les PID. Donc Betaflight, c'est un soft qui est issu de différents forks. Donc en fait, il a été développé dans un premier temps il vient en fait de CleanFlight, c'est-à-dire que c'est un autre logiciel mais qui est un peu moins puissant. Et en fait, il y a des développeurs qui se sont dit, bah, en fait, moi je vais apporter des modifications. Donc ils en ont fait une deuxième version et ils ont apporté leurs modifications. Et donc tout ça, c'est des logiciels qui sont open source et qui ont contribué au développement de Betaflight. Donc ça a commencé par MultiWii en 2011 ou 2012, je crois. Alors en fait, c'était un logiciel qui permet de contrôler un drone avec les manettes de Wii là, avec le joystick. Et ça a commencé comme ça. Et ensuite, il y a eu différentes versions de logiciels pour arriver jusqu'à Betaflight. Et donc sur l'image du bas, on voit différents logiciels qui sont utilisés aujourd'hui ou qui ne sont plus utilisés, mais qui ont tous contribué au développement du coup du drone FPV. Donc Betaflight, c'est un logiciel de contrôleur de vol qui est libre et développé majoritairement en C. Donc comme je l'ai dit précédemment, c'est un fork qui a été fait de CleanFlight et Baseflight. Ça fonctionne sur un soc, donc des puces STM32, donc que ce soit de la F1, F3, F4, F7, et même les H7 maintenant de ST Microelectronics. Et c'est cette puce qui permet la configuration complète, enfin c'est ce logiciel pardon, qui permet la configuration complète du drone. Donc une fois que le logiciel est ouvert, on arrive sur cet écran d'accueil. Donc là, c'est la page par défaut. C'est là qu'on peut apercevoir notre drone pour vérifier que les valeurs de l'accéléromètre et tout ça sont bonnes. Ici, on peut faire la première calibration au niveau de l'accéléromètre, etc. Et le plus important, c'est ce qu'on voit sur la gauche, avec les différents onglets de paramétrage. Donc on va passer durant cette présentation sur les plus importants. Et donc ça, c'est voilà. Donc là, c'est un premier aperçu du logiciel. Donc pour revenir sur les modes, les onglets de configuration, pardon, les plus importants sont les ports, l'onglet configuration, l'onglet failsafe, l'onglet récepteur et mode et l'onglet moteur. Alors, déjà, qu'est-ce que sont les ports? C'est l'endroit où on va définir les UART et les entrées de sortie de télémétrie pour les différents périphériques que vous pouvez avoir sur le drone. Donc, je vais détailler ça juste après. L'onglet configuration, donc là c'est vraiment la configuration matérielle du drone, donc sa forme, le nombre de moteurs, les protocoles de communication, etc. Je vous détaillerai ça tout à l'heure aussi. L'autre onglet important concerne tout ce qui est récepteur et mode. C'est ces deux onglets-là qui vont vous permettre de vérifier que la communication entre votre radio et votre drone fonctionne bien et que quand vous souhaitez activer un interrupteur, que la flight controller, donc le Betaflight, reçoive bien la bonne information. Même chose pour les sticks. Si vous envoyez du throttle, il faut que le drone réagisse de la bonne manière. Donc c'est là qu'on vérifie tout ça et qu'on le paramètre bien s'il y a des problèmes. Ensuite, l'onglet moteur, c'est quelque chose qui va vous permettre de vérifier le sens de rotation de vos moteurs, donc l'image en bas à droite, et leur positionnement. Parce que ça va de soi qu'il est évident que chaque moteur doit être au bon endroit, dans le sens où Betaflight, il faut que quand il fasse accélérer les moteurs de l'arrière, ce soit bien les moteurs 1 et 3. Et on parlera également de l'OSD. Donc là, c'est on-screen display. Léopold vous en parlera plus tout à l'heure. Donc sur l'image de gauche, en fait, les flèches rouges que j'ai dessinées, c'est plutôt les onglets importants, où il faut absolument passer dedans. Et les flèches vertes représentent plutôt les onglets qui sont... C'est conseillé de passer dedans, mais vous volerez sans y aller, quoi. Enfin, ça fonctionnera sans y aller, forcément. Donc là, on retrouve notre image pour les ports. Donc là, c'est une image qui a été faite sur une flight controller équipée d'un STM32 F4, donc qui est équipé de 6 entrées UART.
et de l'USB, forcément, parce qu'il faut bien s'y connecter. Et on se rend compte qu'en fait, pour chaque UART, on peut définir ce qu'on veut. Dans mon cas, moi, j'ai branché mon RX sur le UART 3. Donc, ça veut dire que l'entrée qui va piloter le drone, finalement, ça va être l'entrée 3. Concernant le SmartPort, donc là, SmartPort, c'est un protocole de FrSky qui permet de passer plus de données, etc. Enfin, c'est pas nécessaire, mais ça devient de plus en plus utile. Moi, je l'ai branché sur le UART 1. Et en fait, dans ce tableau-là, en fait, on choisit vraiment ce qu'on met et où. Et là, même chose, UART 6, j'ai mis mon VTX Smart Audio. Donc là, c'est ce qui permet en fait de contrôler notre émetteur vidéo depuis notre flight controller. Même chose, on en parlera un peu plus tard tout à l'heure. Là, on retrouve l'écran de configuration. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc là, on règle toute la partie hardware du drone, donc le sens de rotation, la forme du drone et le nombre de moteurs. Ça permet également de faire le réglage des fréquences de boucle PID et gyro. Donc en fait, plus notre processeur il est puissant, plus on peut monter dans les boucles, enfin en termes de fréquence. Je sais que la limite max c'était 32 kHz, si je dis pas de conneries. Mais bon, ça sert à rien de monter à ces fréquences-là parce qu'en fait, le processeur il bûche pour rien, quoi. Enfin, il n'y a pas besoin de monter si haut. Ça nous permet également de choisir notre protocole de communication avec les ESC. Donc, si vous vous souvenez bien de la formation ESC, il y a différents protocoles et maintenant le plus utilisé, et ce que je vous conseille, c'est le D-Shot 600. De toute façon, Betaflight ne vous permet plus d'utiliser le D-Shot 1200, qui était une version supérieure, mais finalement elle est tellement bien que ça fait chier plus qu'autre chose. Donc, faut pas l'utiliser. On peut également gérer des offsets, parce que notre carte de vol, elle n'est pas forcément orientée de la bonne manière quand on construit son drone. Donc si jamais on veut la décaler de 90 degrés ou des choses comme ça, c'est ici qu'on vient le régler. Il y a également, bon là on ne le voit pas sur le screen, mais plus bas, il y a la configuration du protocole également avec le drone. En fonction des différentes marques, leur langage n'est pas le même, donc forcément il faut le spécifier. Et maintenant, c'est Léopold qui va vous parler de l'OSD. Voilà, donc maintenant je vais passer à la présentation du menu OSD. Donc comme Clément l'a dit, c'est le on-screen display. Donc c'est en fait l'endroit qui va permettre de sélectionner et positionner l'ensemble des informations que l'on souhaite faire apparaître sur l'écran de pilotage. Donc en fait notamment ce qu'on va voir en fait dans les lunettes FPV. Et on va aussi pouvoir sélectionner les alertes que l'on souhaite voir apparaître sur l'écran. Donc un exemple de quelques paramètres qu'on peut afficher sur l'écran. Donc bien sûr, c'est au choix de chacun, mais il y en a qui sont régulièrement très utilisés. Donc par exemple, l'altitude, milliamp, qui va nous permettre de regarder la consommation milliampère de la batterie. Une minuterie, qui peut en fait nous donner le temps total depuis que les moteurs sont armés, la tension moyenne d'une cellule d'une batterie, ou bien la valeur de RSSI, donc c'est le Signal Strength, donc la force du signal radio, qu'on peut voir sur l'écran. Ensuite, je vais vous parler de l'onglet émetteur vidéo. Donc ça, cet onglet, il va permettre de configurer la table de fréquence manuellement et de gérer la puissance d'émission du VTX. Donc c'est uniquement réservé à la configuration du VTX. Donc si on veut être vraiment très précis, on peut configurer manuellement cette table de fréquence, mais la plupart du temps, les constructeurs livrent avec le VTX un fichier .json à charger dans Betaflight, ou alors on peut utiliser le code du CLI qu'on va pouvoir transférer directement dans Betaflight et tout va être configuré correctement. Ouais, juste pour revenir 2 secondes, CLI, en fait, c'est la console qui permet d'écrire des commandes dans Betaflight. Ouais, c'est voilà. juste une console dans Betaflight. Maintenant, je vais passer au menu mode. Donc, c'est un onglet qui va permettre d'associer les interrupteurs de notre radiocommande à un mode dans Betaflight. Donc, par exemple, on a activé le fail-safe ou bien armé les moteurs. Et au préalable, en fait, il faut configurer les interrupteurs de notre radiocommande à un canal radio. Donc ça se fait aussi dans Betaflight. Et ensuite, eh bien, on rentre dans ce menu que vous pouvez voir sur l'image. Donc de base, on peut voir que les interrupteurs sont positionnés à 1500. Donc c'est le petit curseur jaune qu'on peut voir en dessous les grands curseurs colorés.
Et en fait, lorsqu'on va positionner l'interrupteur à un certain, dans une certaine position, on va pouvoir se placer dans la zone jaune ou non. Et donc, si on est placé dans la zone jaune, ça veut dire que le mode est activé. Si on est en dehors de la zone jaune, il est désactivé. Donc peut-être que tu peux apporter des précisions, Clément, mais je pense que... Ouais, non, c'est exactement ça, tout à fait. Ok. Donc voilà. On peut peut-être dire juste, tu sais ce que c'est à gauche, les éléments? Ou je passe, Ouais, donc je peux parler un petit peu des éléments qui sont présentés. Donc c'est encore un exemple de certains modes, mais c'est souvent les plus utilisés. Et donc on a par exemple arme et pré-arme, donc le premier mode et le dernier, qui va en fait permettre d'activer, enfin d'armer les moteurs. Donc c'est une double sécurité, ça permet en fait d'armer une première fois les moteurs, et le pré-arme va aussi armer les moteurs pour être sûr en fait qu'on n'a pas fait une erreur et qu'on veut bien en fait faire voler notre drone. Ensuite, l'angle. Donc ça, c'est un mode qui va permettre de maintenir l'angle horizontal de notre drone. Donc c'est un peu en fait du stabilisé. Si on le désactive, on va être beaucoup plus libre dans nos mouvements, mais forcément on est plus en stabilisation automatique. Le beeper, ça va permettre de faire sonner le buzzer qu'on a installé sur notre drone ou bien de faire beeper nos moteurs. Donc si on l'active, comme ça on peut retrouver notre drone si on l'a perdu, je sais pas, dans les buissons ou dans l'herbe. Euh, Ensuite, j'arrive pas à lire, mais Ouais, c'est l'onglet Black Box. voilà. Black Box. Donc l'onglet Black Box, ça va permettre, en fait, c'est une boîte noire, ça va permettre d'activer la télémétrie et d'enregistrer les logs. Et enfin, le Flip Over After Crash, donc ça permet, si notre drone il s'est retourné et qu'il est dans la végétation, de donner un petit coup de boost sur les moteurs de l'avant ou de l'arrière, et ça va faire en fait une rotation à 180 degrés pour essayer de le faire se retourner tout seul. Donc je vous ai parlé un peu de failsafe, mais maintenant je vais vous présenter ce que c'est exactement. Donc en fait c'est un peu une des bases de la sécurité pour les drones FPV, et en fait ça permet de couper les moteurs en cas de perte du signal radio. Le failsafe, il doit être activé à deux endroits. Donc, une fois dans le logiciel Betaflight ou un autre firmware de contrôle de vol. Et il doit aussi être activé sur le RX. Donc, par exemple, aussi, certaines ailes volantes qui n'ont pas de carte de vol, on va uniquement activer le failsafe du RX. Et les deux sont complémentaires. Donc on a une petite image d'une radio avec le failsafe, et donc on voit que le failsafe mode doit être activé. Donc là il est en mode cut, donc ça veut dire que s'il y a une perte de signal radio, les moteurs se coupent automatiquement. Là on a des images du failsafe du contrôleur de vol, notamment là on va parler vraiment de Betaflight. Et en fait c'est une option à activer dans les menus. Et on peut en fait configurer selon nos préférences différents modes de failsafe. Donc il y a l'option drop qui est l'option préconisée notamment dans le drone FPV, et c'est une coupure nette des gaz en cas de perte du signal RX. Par contre, il faut être sûr en fait qu'on veuille l'activer, puisque c'est un choc brutal, notre drone va directement tomber au sol. Si on préfère, il y a l'option Land qui va permettre d'atterrir. Donc les moteurs sont encore actifs, mais plus lents, et donc ça va faire atterrir notre drone plus en douceur. Mais cependant, si on veut voir l'aspect sécurité, les hélices restent en rotation, donc si jamais il y a des gens, voilà, ça peut blesser. Et enfin, il y a l'option de Return to Home, le RTH, mais c'est plutôt utilisé en long range. On n'a pas forcément besoin de l'activer si on a notre drone devant nos yeux, quoi, à vue d'œil. Donc moi je vais vous parler de tout ce qui est l'acquisition des données avec le MPU. Alors du coup, comme vous le savez, sur chaque drone, il y a un gyroscope pour récupérer l'angle, l'accélération angulaire. Du coup, pour récupérer ces données, va falloir aller les chercher dans des registres.
Du coup, c'est le code qui va le faire. Il faut savoir que selon les gyroscopes, ça va pas être dans les mêmes registres. Du coup, il faut bien vérifier la datasheet du composant. Ensuite, on peut du coup récupérer l'erreur initiale en faisant des mesures. Du coup, on va dans le code faire tourner un peu le code pour voir l'erreur qu'il y a par rapport à la consigne donnée. Et du coup, pour après calculer tout ce qui est les constantes relatives, il va bien falloir aussi regarder la doc parce que ça diffère selon les composants. Donc maintenant, on va s'intéresser au PID. Du coup, le PID, ça va être, du coup, il va permettre d'appliquer une correction au système en fonction de l'erreur mesurée. C'est-à-dire que vous allez donner une consigne à votre drone avec du coup la manette et en gros, le PID va du coup regarder l'erreur, va comparer entre du coup la consigne et l'erreur mesurée et va du coup envoyer une commande en sortie. Et du coup ici, on voit le petit schéma qui on va donner la consigne du coup RT, puis on va la soustraire à l'erreur, et du coup on va avoir du coup la sortie en YT. Donc maintenant on va voir un peu plus ce que c'est en détail le PID, c'est-à-dire P c'est pour proportionnel, I c'est pour intégral et D pour dérivé. Donc l'élément le plus important c'est le P. Du coup, un P faible sera responsable d'une latence, c'est-à-dire que le temps que vous donnez la consigne, puis que le drone applique cette consigne, il y aura un certain temps. Un manque de précision et des rebonds perceptibles. Les rebonds, on le verra juste après avec un petit gif. Les rebonds, c'est lorsque vous allez donner une consigne, si cette consigne est trop forte, le temps que le PID fasse effet, votre drone, il va aller un peu plus loin que ce que vous avez demandé. Puis pour revenir en arrière, il va aller un peu moins loin. Vous verrez un peu sur le GIF, ça sera plus parlant. Mais en gros, il va essayer de refaire bien à chaque fois. Mais du coup, ça créera des petites erreurs. Du coup, pour ce qui est d'un P fort, ça causera des vibrations à haut régime. Mais du coup, ça va aussi créer une sensation de surcommande. Du coup, il faut trouver un équilibre entre un P, faut trouver le bon P en gros. Et on va voir après comment faire pour trouver ce P un peu plus facilement. Pour ce qui est du I, il permet de réduire l'erreur statique et du coup d'améliorer la précision du système, mais ça augmente l'instabilité et ça diminue la rapidité. Et pour ce qui est du D, cette composante, elle augmente la stabilité du système, mais encore une fois au détriment de la rapidité. Donc un D fort sera une bonne rapidité mais une mauvaise stabilité, et un D faible du coup sera une mauvaise rapidité mais une meilleure stabilité. Donc du coup là on a un petit gif qui permet du coup là on augmente au début le P qui a augmenté la rapidité, mais du coup on peut voir qu'il y a des rebonds. Ensuite avec le I, on peut voir que ça va diminuer, et avec le D ça va permettre d'avoir une courbe du coup parfaite, c'est-à-dire avec pas de rebond, une grande rapidité, et en gros c'est parfait pour contrôler un drone. Ok, maintenant je vais vous montrer concrètement dans Betaflight qu'est-ce que c'est que le réglage de PID. Donc il faut savoir que le GIF précédent là, c'est pas la réalité, hein, c'est-à-dire que c'est pas aussi simple que ça, hein, de régler les PID. C'est pour ça qu'en fait Betaflight, à l'origine, on avait la main sur chaque valeur. Bon, on l'a toujours, mais on avait seulement ça pour entrer les valeurs. Donc c'est-à-dire que si on se gourait dans nos valeurs, on pouvait vite faire n'importe quoi. Et ça peut être dangereux parce que ça peut provoquer de la chauffe moteur, des syncs de l'ESC. Donc c'est-à-dire qu'en fait l'ESC il se désynchronise et le moteur il s'arrête tout simplement. Donc ça induit des crashs. Betaflight, ils ont mis en œuvre du coup des sliders qui permettent de modifier des ensembles de valeurs. C'est-à-dire qu'il va modifier et le proportionnel et l'intégral, par exemple, ou bien là, le gain PD, donc proportionnel et dérivé. Donc en fait, ces sliders-là permettent de modifier légèrement les valeurs de notre drone sans faire trop de conneries.
Donc c'est une interface qui a été refaite. Elle est plus intuitive maintenant. Dans cet onglet, du coup, on peut également faire des réglages sur les filtres. Parce que, bon, on ne l'a pas détaillé parce que le filtrage, ça devient très complexe, si ce n'est imbuvable. Parce que le filtrage, il y a différents types de filtres, que ce soit les Kalman, les RPM filters, etc. Parce qu'en fait, en fonction de la vitesse de rotation des moteurs, forcément, ben, les vibrations induites dans le châssis ne seront pas les mêmes. Et du coup, Betaflight fait en sorte d'éviter au maximum toutes ces vibrations. Donc pour revenir au PID, sachez qu'il y a des choses à faire, des choses à pas faire. Typiquement le D, si on le monte trop, ça induit des chauffe moteurs. Le I, c'est ce qui va nous permettre de savoir si le drone il s'arrête brutalement ou pas, tout simplement. Et dernière chose extrêmement importante, gardez vos paramètres PID par défaut. Ça marche très très bien comme ça, faut pas toucher. Voilà. Et du coup, on va revenir un peu sur ce que Léopold a dit. Il avait déjà commencé à parler de Blackbox. Du coup, Blackbox, c'est un logiciel qui permet de visualiser vos enregistrements de vol, bah, du coup, comme une boîte noire. Et du coup, ça va permettre du coup de voir en gros, ça va filmer vos différentes commandes. En gros, tout ce que vous allez faire pendant votre temps de vol. Et du coup, vous allez pouvoir récupérer toutes ces données à la fin de votre vol pour, euh, pour voir un peu tout ce que vous faites, vos sticks, comment ils bougent, et ça permet de régler un peu votre drone. Mais bon, comme l'a dit Clément, ça sert à rien de modifier, c'est sûrement pour des builds spécifiques qu'il faut modifier, mais sinon ça marche très bien par défaut. Ouais, exactement. En fait, les PID, enfin le changement de PID et puis surtout les black box, la black box, elles sont utiles vraiment quand on a soit un drone qui bug dans le sens où en plein vol il fait des D5 ou des choses comme ça, ou bien pour des builds très spécifiques, genre des gros porteurs ou des drones avec plusieurs moteurs où là tu as beaucoup de vibrations et là faut utiliser ce genre d'outil. Voilà, nous vous remercions pour votre attention et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va faire notre mieux pour vous répondre. Ouais, du coup, je commence avec une question. Déjà, merci à vous, c'était vraiment hyper intéressant. Surtout que c'est quand même compliqué, Betaflight comme logiciel quand on ne connaît pas. Moi, j'ai une question pour l'option RTH, donc Return to Home, Ouais. que vous avez présenté à un moment. Donc, si tu veux bien revenir à la Ouais. slide. Alors, qui dit RTH dit GPS, hein, évidemment. Ouais, bah, du coup, c'était ma question. Ouais. C'était est-ce que, bah voilà, bah, du coup, tu as répondu, ok. Parce que c'est vrai que, du coup, ça veut dire qu'avec un drone racer normal, sans GPS, tu peux pas faire cette option, quoi, en gros. Exactement. Ok. Non, mais du coup, t'inquiète, c'était juste ça ma question. Je cherche le. Et Ah, il du est là. coup, Voilà. au niveau du truc fail-safe, là, si tu te mets en mode où ça coupe les moteurs, là, en mode Ouais. du coup drop, là, Oui. c'est ça? Ouais. C'est ça. Et que, genre, par exemple, tu envoies ton drone hyper haut, ce qui fait que tu perds ton signal. Est-ce que quand tu récupères ton signal, tes moteurs se remettent à marcher en fonction de la position de tes sticks ou Non, 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 non. non? Ça Ça, tombe. ce serait trop beau, ça. Ouais. Non, en fait, si tu veux, il déclenche. En fait, le fail-safe se déclenche et du coup, il exécute sa procédure de sécurité qui est de couper les moteurs. Après, pour réarmer, il faut débrancher la batterie et rebrancher la batterie. Ouais, ok, ça marche. Merci. Alors après, évidemment, faut pas oublier la formation sur c'était flux et signaux, je crois, quelque chose comme ça. Flux et fréquences. Ouais. Flux et fréquences, ouais. Il y en avait un qui parlait des antennes, etc. Et puis de la formation des antennes, évidemment. Forcément, monter avec son drone en très haute altitude, juste au-dessus de soi, il n'y a pas pire comme idée, quoi, vraiment. Oui, c'est vrai que c'est pas. Non, c'était juste dans le principe, quoi. À la rigueur, si vous voulez monter haut, montez en diagonale, quoi. Enfin, faut avancer et monter, parce que c'est le meilleur moyen de perdre son signal, sinon. Et en plus, il va tomber sur votre gueule après. Ouais, clairement. Et question, Clément, toi tu voles un drop ou land? Moi, drop, hein. Un drop, drop. Ouais, parce qu'en fait, Land, c'est. Alors, dans l'idée, c'est bien. Parce qu'ils se sont dit, bah, notre drone, il est perdu, du coup, bah, on va le faire gentiment atterrir. Euh, Sauf qu'en fait, tu sais jamais où il est exactement. Et en fonction de l'altitude où tu es, tu sais jamais quand est-ce que tu touches le sol. Donc, en fait, le drone, il peut atterrir n'importe où. Et finalement, bah, tu me diras, en drop, c'est pareil, mais c'est plus dangereux, en fait, de faire tourner tes moteurs. Ok. Parce que du coup, en land, les moteurs, ils continuent de tourner même quand il est au sol.
Alors, je sais pas exactement comment la détection se fait pour savoir s'il est au sol ou pas. Mais en fait, la raison pour laquelle on n'utilise pas le lens, c'est que nos drones FPV, c'est pas des Mavic ou des trucs comme ça où il y a des GPS et puis des capteurs de partout. Et puis en fait, le drone il est hyper stable. Donc quand tu lui dis de se poser, il descend droit. Les nôtres, en fait, même en étant stabilisé et sans toucher les sticks, le drone il va se déplacer. Parce que comme disait Valentin, il y a des erreurs au niveau du MPU et en fait, le drone dérive. Donc en utilisant l'end, tu vas descendre, certes, mais tu vas dévier dans une certaine zone. Donc en fait, pour le retrouver, ce sera encore plus dur. Ok. C'est pour ça que nous on utilise Drop et on utilise après soit notre enregistrement qu'on a fait dans nos lunettes ou le retour FPV pour savoir où il est tombé. Parce que du coup, Ok. les dernières images de l'endroit où tu l'as vu, forcément, il est pas loin, quoi. Parce qu'il est tombé là. Bah oui, ok, logique. Alors Et que vous avez, l'end, c'est plus. vous avez des buzzers ou pas? Ouais, alors moi j'en ai acheté récemment parce que j'ai perdu mon drone. Mais je l'ai retrouvé. Ah, Enfin, carré, bien c'est joué. Pilou qui me l'a retrouvé. Mais en fait, tu peux utiliser deux buzzers en fait. Quand on n'a pas, tu peux utiliser ton ESC pour faire vibrer tes moteurs. En fait, il faut un bruit strident. Bon, c'est pas super fort, mais ça peut te permettre de t'aider. Et moi, j'ai mis, et je vous conseillerais ça aussi, des buzzers autonomes. C'est-à-dire que quand ma batterie se débranche, mon buzzer, il détecte qu'il n'y a plus de tension qui vient dans le drone. Et du coup, au bout de 30 ou 1 minute, 30 secondes ou 1 minute, il commence à gueuler comme un fou. Ok, Et là, c'est le top pour le trouver. bah ouais, carrément. Et est-ce que c'est possible de revenir vite fait sur la notion de VTX? Je me rappelle plus ce que c'est. VTX, ouais. Alors, je sais plus c'est où. VTX, ça veut dire vidéo transmetteur en fait. D'accord. C'est ça que Ok. tu voulais savoir? Ouais, juste ça, ouais, ça marche. Ok. Bon, après, sachez que la configuration de la table VTX, là, elle n'est pas nécessaire dans le sens où elle est utile pour que, comme j'expliquais au tout début, le smart audio et le TBS, ouais, c'est ça, le TBS Smart Audio puissent contrôler l'émetteur vidéo. Mais si votre émetteur vidéo il n'est pas du tout relié à votre carte de vol, il n'y a pas besoin de faire ça, hein. Parce que votre VTX il va être autonome et puis il n'y aura pas besoin d'utiliser ça, quoi. Et sur les cartes de vol, c'est tout le temps des MPU. Enfin, MPU, en fait, c'est pas spécifique aux composants ST, là, genre le MPU 6050. Ah non, il y a différents types de MPU, hein. Ah oui, ok, d'accord. Ok, je pensais que c'était que ST qui faisait. Après, oui, c'est sûr Mais en que fait, MPU, ça veut juste dire. Enfin, c'est un capteur quoi, qui comporte c'est ça, c'est accéléromètre, gyroscope, et des fois il y a altitude avec, je crois. Ouais. Mais enfin, ça dépend des constructeurs après. Mais et puis après, tu as certaines cartes de vol qui ont 2 MPU. Mais bon, ça, c'est encore un autre level, hein. Ouais, Et du coup, j'ai ça une- servirait à quoi? Ça servirait à un utilise l'accéléro et l'autre le gyroscope? Non, ça permet de moyenner, en fait, de s'affranchir au maximum d'erreurs possibles. Ouais. J'ai une question sur la table pendant qu'on y est. Quand tu veux configurer, parce que là il y a vraiment toute la table, quand tu veux dire, ok, moi je veux aller sur cette bande-là, par exemple pour une course, tu fais ça comment? Alors, en fait, cette table-là, elle permet simplement d'informer la carte de vol que ton VTX, il est capable d'utiliser ces fréquences-là. Ah oui, d'accord, ok. C'est juste pour dire, ok, j'ai un VTX, il est capable de faire tout ça. Après, pour changer ton VTX, ta fréquence VTX, soit il est pas relié à ta carte de vol, et donc tu utilises les boutons sur ton VTX, soit Ouais, ok. tu es connecté en Smart Audio, et tu peux, depuis l'OSD qu'a présenté Léopold, tu peux changer ta fréquence via les Ok, menus ça dans marche. l'OSD. Ouais, ok. Mais du coup, tes menus dans l'OS2, tu les contrôles avec ta radio direct? Exactement, ouais. Ouais. En fait, tu mets tes sticks dans une certaine position, et si tu veux, tu déclenches, quand ton drone est arrêté, évidemment, hein, tu déclenches une page de paramétrage. Et donc, tu as un mini Betaflight en fait à l'intérieur. Tu peux changer tes PID, tu peux changer tes fréquences, tu peux changer plein de choses en fait. Ouais, c'est pour ça que je voyais des mecs qui faisaient des tests et des réglages de PID avec leur radio direct. Donc, Ouais. ok, d'accord. Ah, il y a encore autre chose, mais on n'en a pas du tout parlé là, c'est les scripts Lua avec des Taranis et les TBS Crossfire. Mais c'est encore autre chose, ça, c'est encore plus Oui. compliqué. C'est pas l'objet de Betaflight. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Ouais, moi j'avais une question. Est-ce que il y a déjà des presets de configuration où on doit tout faire de A à Z? Alors, Betaflight, par défaut, il est bien configuré. Et ensuite, tu as sur leur GitHub, tu as des tuning notes. Donc en fait, ils publient un guide de paramétrage. Et en fonction du type de drone que tu voles, si tu fais du freestyle, si tu fais du bandeau, ou bien si tu fais de la race pure, en fait, ils te donnent des presets et des valeurs de configuration. Et après, c'est à toi de faire des copier-coller et de balancer ça dans le CLI, donc la console de commande intégrée à Betaflight, pour paramétrer ton drone. Mais dans l'idée, de base, c'est bien. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que de base, c'est bien et que dans les tuning notes, tu as toutes les informations importantes. Ok, d'accord. Mais faut. Oui, c'est l'intérêt du logiciel, c'est que tu peux peaufiner en fonction de ce que tu fais, même si tu prends des presets de base, quoi, C'est ça. comme tu as expliqué. Ok, Exactement. d'accord. Ouais, c'est Merci. ça. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, merci à vous, parce que c'est vraiment hyper intéressant et hyper clair. Donc, je pense qu'on peut un petit peu les applaudir, s'il vous plaît. Allez, 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 allez. Oh, Bon, merci, Ah, c'était des experts. Sébastien. Merci Léopold et merci Valentin. C'était très bien. Ouais. Voilà. Bah de rien. Hein. Merci. Est-ce que Arnaud, on fait un petit point peut-être sur ce qu'il y a un point à faire sur la vie du club? Je vais arrêter l'enregistrement. Ouais, arrête peut-être l'enregistrement. Je vais en parler dès que c'est